6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Bonjour Laurent Coulon, bonjour et bravo puisque vous avez hier prononcé votre leçon inaugurale au Collège de France. Vous avez désormais la chaire d'égyptologie. Vous êtes l'un des plus grands archéologues français, l'un des plus grands égyptologues. Il faut savoir que la France a une longue tradition. Je crois qu'il y avait ce monsieur Champollion qui est bien connu d'ailleurs sur France Culture. Et il y a un institut français d'archéologie orientale, une école du Caire que vous avez dirigée durant de nombreuses années, Laurent Coulon. Mais alors tout d'abord, une question d'enfant. Comment fait-on pour devenir égyptologue? Alors, je crois qu'il y a plusieurs, façons de devenir égyptologue, hein. On peut faire des études d'histoire, de littérature, d'histoire de l'art. L'égyptologie, c'est défini par un objet qui est l'étude de la civilisation, pharaonique, hein, qui a duré 3 500 ans. Et maintenant, il n'y a pas qu'une seule voie, qui était celle du 19e siècle, c'est-à-dire étudier, les textes hiéroglyphiques et puis les vestiges de l'Égypte. Il y a beaucoup d'approches de la civilisation pharaonique. Mais bon, la voie la plus, classique, c'est de suivre des études d'égyptologie, à l'université, donc à la fois des études d'archéologie, d'épigraphie, donc l'étude des inscriptions, hiéroglyphiques. Il faut évidemment se former à la compréhension du système hiéroglyphique. Donc cela prend plusieurs années. Et puis avoir l'expérience du terrain, et ça c'est fondamental. Et moi, dans mon parcours, c'est ce qui a été aussi déterminant, c'est qu'après mes études, les premières études à l'université, j'ai eu la chance de pouvoir travailler à Karnak. Donc à l'époque, j'étais coopérant documentaliste au Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak. Il faut expliquer en quoi Karnak est une merveille du point de vue de l'égyptologie, Voilà, Laurent c'est Coulon. le C'est la Mecque. voilà, c'est un très vaste temple, dédié au dieu Amon, où, tous les pharaons depuis le début du Moyen Empire ont voulu apporter, leurs monuments, leurs obélisques, leurs chapelles, et donc ça c'est encore aujourd'hui un des sites les plus exceptionnels, d'Égypte. Et j'ai commencé donc à travailler, sur ce site, et à l'époque, en 1993, on venait de découvrir un monument tout à fait inédit, des catacombes, du dieu Osiris. Alors une construction en briques où on enterrait de petites figures, d'Osiris qui étaient fabriquées chaque année, et on n'avait jamais, rencontré ce type de monument auparavant. Et il y avait une décoration, heu en milliers de petits morceaux, elle était brisée sur le sol, que j'ai commencé à reconstituer patiemment. Et c'est ça aussi, il faut le dire, le métier d'égyptologue, c'est, recoller des morceaux, faire du puzzle. Il y a le moment de la découverte, qui est souvent effectivement assez excitant, mais il y a beaucoup d'autres moments qui sont des moments austères de collecte, de travail patient sur des données qui sont éparses. C'est, collecter des milliers d'informations, parfois dans des fichiers Excel, avant de pouvoir, en tirer une synthèse. Mais alors, c'est quelque chose d'assez vertigineux, l'égyptologie, puisque si on prend entre le pré-dynastique et la fin de la civilisation égyptienne, il y a 4 millénaires, autant dire plus que ce que nous connaissons depuis l'ère commune. Laurent Coulon, comment donner une cohérence à un espace temporel aussi vaste? Alors c'est vrai qu'il y a une très longue durée. C'est une des questions que je posais d'ailleurs hier dans cette leçon inaugurale, c'est que, on a une civilisation qui s'étale sur 3 500 ans. On peut lui donner une cohérence à travers, la continuité du modèle pharaonique, puisque le modèle du roi pharaon apparaît à la fin du 4e millénaire et va s'éteindre, au 4e siècle après Jésus-Christ, à l'époque romaine, même si c'est devenu largement une fiction, depuis l'arrivée des Grecs en Égypte, et surtout à l'époque romaine. Donc il y a ce modèle de la royauté pharaonique qui constitue un fil, directeur, et puis il y a l'usage de l'écriture hiéroglyphique, qui apparaît, vers 3150 avant Jésus-Christ, et qui va s'éteindre aussi au 4e siècle, après Jésus-Christ. Donc on a des traits communs. À partir de là, on a aussi effectivement des facteurs d'évolution, très importants.
Depuis évidemment le 3e millénaire, on a l'âge des pyramides, les pyramides de Giza, de Saqqara. Ensuite, au 2e millénaire, le Moyen Empire, l'âge des Sésostris, puis le Nouvel Empire, l'âge des Ramsès, et enfin le 1er millénaire Mmh. avant Jésus-Christ, une époque où ce qu'on appelle parfois les époques tardives ou la basse époque, bon, peut-être avec une petite notion de décadence péjorative, mais qui sont aussi des périodes extrêmement riches. Là, on va avoir des invasions étrangères, une perte de souveraineté de l'Égypte à certaines périodes, mais aussi une très grande richesse dans des périodes de renaissance de la culture égyptienne. Alors, il y a évidemment une centralité des pyramides dans l'imaginaire qu'on se fait sur l'égyptologie. Laurent Coulon, est-ce qu'elles ont encore des mystères à nous révéler, ces pyramides? Oui, alors, bon, on a toujours le mystère de la construction des pyramides qui fait couler beaucoup d'encre. Bon, on a quand même, bien progressé sur ces données, hein, déjà pour, heu, documenter l'extraction des pierres, l'alimentation des chantiers, à l'époque, pharaonique, comment, s'organiser les équipes pour travailler. Hem, alors bon, il y a une certaine focalisation sur des chambres secrètes, hein, qui Alors, d'après ce que j'ai compris, en fait, il n'y a pas grand-chose à espérer du côté des chambres secrètes. oui, mais bon, l'important, vous le savez, dans ce genre de choses, c'est les annonces. Donc on est toujours ballotté d'une information nouvelle à une information nouvelle. En revanche, ce que l'on sait, Laurent Coulon, c'est qu'avec des techniques relativement rudimentaires, puisqu'il maîtrisait à peine le cuivre, il réussissait donc à construire des pyramides. Les Égyptiens étaient de merveilleux organisateurs. Oui, alors les découvertes, du Wadi El Jarf, notamment les papyrus de la mer Rouge qui ont été, étudiés par Pierre Tallet, ont bien montré que, on avait une organisation rigoureuse des chantiers, du transport des pierres, avec des équipes très très polyvalentes aussi, qui pouvaient aller sur différentes missions, au cours de l'année selon les saisons. Et donc maintenant, on a beaucoup de données nouvelles, pour documenter les chantiers pharaoniques. On sait aussi maintenant, grâce aux carrières d'Atnoub, comment, on pouvait extraire de lourds blocs, sur des pentes assez, raides, et donc ça donne aussi des idées sur la manière dont on pouvait amener ces blocs, très très importants de la pyramide de Khéops, à leur emplacement. Et on voit qu'on a donc un sens de l'État, parce que donc une construction de pyramide, ça s'étale sur 20 ans par exemple, alors que le règne d'un pharaon, cela peut durer quelques années seulement. Comment faire justement pour imaginer cette continuité de l'État, et cette bureaucratie aussi qui est une forme d'invention égyptienne, Laurent Coulon? Oui, on avait une très forte, organisation bureaucratique, en Égypte, très forte hiérarchisation aussi des tâches, et un rôle aussi, de l'écrit, hein, qui est fondamental puisque les documents qu'on retrouve, nous montrent, la production de listes, de tableaux, d'inventaires extrêmement bien, structurés, qui permettaient ce suivi, bureaucratique, dont vous parlez, à toutes les étapes de la réalisation du chantier. Donc, ce ce qu'on peut mettre en évidence maintenant, c'est évidemment cette spécialisation du travail à travers l'organisation en équipe, très très hiérarchisée, mais aussi très spécialisée dans des buts à effectuer qui permettaient une efficacité de la réalisation du chantier. Et par ailleurs, on a affaire peut-être à l'une des civilisations polythéistes les plus développées au monde. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots justement sur le polythéisme tel que le voyaient les Égyptiens, Laurent Coulon? Alors effectivement, la civilisation égyptienne, c'est une civilisation polythéiste avec une multitude de dieux
et souvent un ancrage local de ces dieux, puisque chaque sanctuaire avait son dieu local. Ce dieu local pouvait avoir un conjoint ou une conjointe, et puis un dieu enfant. Souvent, donc à un certain stade de l'histoire égyptienne, on va avoir des triades euh, qui vont, euh, qui vont être ainsi constituées dans chaque sanctuaire. On a des cosmogonies, c'est-à-dire des récits de la création qui sont organisés selon des schémas communs, mais avec à chaque fois des spécificités. Alors on connaît bien la cosmogonie d'Héliopolis, hein, où le dieu Atum va émerger sur une butte d'une étendue incréée, le Noun, et puis seul donner naissance à une série de dieux. Et puis on va avoir des variantes de ce schéma cosmogonique à Hermopolis, à Memphis, à Esna, etc. Euh, alors, ce qui, moi, m'a intéressé dans la religion égyptienne, et c'est un de mes sujets de prédilection, c'est l'évolution du culte d'Osiris. Osiris, donc c'est le dieu des morts. Il naît à la 5e dynastie, on est vers 2350 avant Jésus-Christ, et il est au départ cantonné dans un rôle funéraire, hein, c'est le dieu des morts, ou dans des villes sacrées comme Abydos, Bousiris, avec une forte connexion avec la royauté. Et au fur et à mesure de l'histoire égyptienne, le culte d'Osiris va se diffuser dans tous les sanctuaires égyptiens, et on va faire une place aux chapelles d'Osiris dans tous les temples. Et Hérodote, qui visite l'Égypte au 5e siècle Donc avant le Jésus-Christ, grand historien grec. voilà, nous dit, certes, les Égyptiens adorent tous des dieux différents, sauf Osiris et Isis, qui sont adorés partout en Égypte. Et donc on a à la fois un polythéisme, mais aussi une universalisation du culte d'Osiris, qui ne menace pas ce polythéisme, mais qui vient en quelque sorte créer une sorte de supplément de dimension. Parmi les découvertes récentes, Laurent Coulon, dans l'égyptologie, il y a une momie de femme, une femme tatouée, avec de nombreux tatouages, probablement des tatouages religieux. Qu'est-ce que cette momie permet de comprendre, de mieux comprendre sur la civilisation égyptienne? Alors effectivement, c'est une découverte récente à Deir el-Médine. En fait, c'est surtout la mise en évidence du tatouage et du phénomène du tatouage qui est intéressant, parce que ça nous ouvre une perspective sur les traitements du corps, les pratiques qui pouvaient être faites directement sur la peau, et des choses qui étaient relativement peu documentées jusqu'à présent dans le domaine égyptien. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a là, on a un tatouage sur une momie. On pouvait utiliser le support du Alors, beaucoup corps. de tatouages, d'après ce que j'ai compris, 12 tatouages sur cette momie. Oui. Mais alors, est-ce que ça veut dire que cette femme était une prêtresse? Elle était singulière? Est-ce que ça veut dire que les Égyptiens étaient tatoués de manière conséquente? Alors, on a quand même peu d'éléments pour généraliser la pratique. Donc, c'est difficile d'extrapoler à partir de ce cas qui est véritablement exceptionnel. On s'aperçoit bon, dans une autre configuration, celle par exemple des statues égyptiennes, on n'hésite pas justement à inscrire sur le revêtement du corps énormément de choses, des motifs, des représentations de divinités, des formules magiques. Donc, on a dans les images de pierre, de bois, cette même utilisation du support du corps pour développer ces images. Donc là, sur le tatouage, bon, c'est une nouvelle direction de recherche qui est en train d'émerger. Il faudra évidemment collecter beaucoup plus de documents pour pouvoir en dire plus. Mais parce que vous-même, vous vous êtes beaucoup intéressé à un certain nombre de choses qui relèvent de l'anthropologie, la manière dont on parlait égyptien. Alors ça, par exemple, parce que donc, comment parle-t-on hiéroglyphe, Laurent Coulon? Alors, les hiéroglyphes, c'est une écriture, mais évidemment, ça encode une langue qui, comme toutes les langues, se parle et qui d'ailleurs a abouti dans son évolution à la langue copte,
qui est toujours qui est toujours parlé. parlé, là, donc en tout cas utilisé dans les liturgies. Euh, alors, on a l'image de la civilisation pharaonique comme une civilisation de l'écrit, effectivement. On pense tout de suite aux monuments couverts de hiéroglyphes, et le fait aussi que Champollion ait ouvert la voie à l'égyptologie en déchiffrant les hiéroglyphes, ça valorise énormément l'écriture dans l'analyse de la civilisation égyptienne. Mais en fait, dans la vie quotidienne, évidemment, les gens se parlaient, et puis dans la société, l'éloquence était fortement valorisée. Notamment dans la société de cour égyptienne, le courtisan pouvait faire avancer sa position grâce à ses conseils avisés, à l'usage de sa parole, dans des circonstances qui venaient bouleverser en quelque sorte la hiérarchie statique des titres. Celui qui arrivait à se distinguer par la pertinence de son propos, par la beauté aussi de ses paroles, par ses prestations orales à la cour, il pouvait s'attirer la faveur royale et donc être promu à un rang supérieur. Justement, si on continue donc sur l'égyptologie, parce que il y a l'égyptologie, c'est une chose, Laurent Coulon, et puis il y a l'égyptomanie, ces grandes expositions qui recueillent énormément de visiteurs. Comment vivez-vous le fait que l'Égypte soit un sujet, le sujet peut-être dans l'archéologie que les gens, le grand public aime le plus? Alors, je le vis bien parce que, évidemment, cet intérêt généralisé pour l'Égypte, cela porte aussi l'égyptologie scientifique. Si l'on peut développer des enseignements dans différentes universités, si l'on peut trouver des débouchés pour les jeunes chercheurs en égyptologie, c'est parce qu'il y a aussi cet intérêt sociétal pour ce domaine. Donc, moi, je regarde ça avec beaucoup d'enthousiasme. Il faut néanmoins séparer les choses, c'est-à-dire qu'il y a la présentation dans des expositions spectaculaires des dernières découvertes. Il y a la volonté aussi du gouvernement égyptien de développer le tourisme, de développer les sites. Et puis, il y a ce que font les égyptologues, qui est une science au long cours, qui doit prendre son temps. Ce qu'on appelle, nous, égyptologues, les découvertes, ce sont autant des découvertes que l'on fait sur des obscurs papyrus dans des musées que des objets en or qui seraient découverts à Saqqara ou à Thèbes tout récemment. Donc, les objectifs ne sont pas toujours les mêmes. L'agenda des égyptologues doit être fixé par les égyptologues eux-mêmes et ne pas aller de sujet en sujet selon l'actualité sans cesse renouvelée des médias. Bah alors, justement, comme moi, je suis plutôt du côté de l'actualité des médias, je vais vous demander votre réaction à une polémique récente sur Cléopâtre. Cléopâtre était-elle noire, Laurent Coulon? Alors c'est effectivement une question qui a beaucoup agité dans le monde entier, et d'ailleurs surtout en Égypte. Là encore, là, on nous demandait de tout de suite intervenir sur cette question pour donner notre avis. Bon, je pense que euh, Cléopâtre était d'origine grecque. Bon, on a assez peu de données sur Sur la couleur de sa peau? sa couleur de sa peau, oui, donc on peut conjecturer. L- ce qui m'a interpellé dans cette question, voilà, c'est les guerres d'appropriation, en quelque sorte, qui sont sous-jacentes dans cette question entre, évidemment, les Égyptiens qui sont soucieux de garder la vision qu'ils ont de leur patrimoine, et puis certaines approches afrocentristes. Là, on a clairement une idée qui est partie d'un documentaire Netflix, bon, qui n'avait pas de conseils scientifiques extrêmement développés, qui crée une polémique, et il faudrait ensuite que les égyptologues donnent leur avis, s'ajustent, se disputent là-dessus. Voilà, c'est justement ce qui me semble
pas la bonne méthode pour l'égyptologie Mais maintenant. si on essaie de tirer cette, polémique du côté de l'égyptologie, je veux dire la vraie, alors, c'est peut-être une manière de redécouvrir, la dimension nubienne, dans la civilisation égyptienne, le royaume de Couch, autrement dit, ce qui, aujourd'hui est le Soudan et qui, fait dire qu'il y a, à coup sûr eu des pharaons noirs, Laurent Coulon? Ah oui, donc bon, là, je pense qu'il ne s'agit pas vraiment de le redécouvrir puisque ça a été bien exposé, très très récemment dans une belle exposition, du musée du Louvre, sur les pharaons noirs, sur le royaume de Napata. Il y a eu, toute une période de domination, ce qu'on appelle domination couchite, en Égypte, avec des pharaons venus du Soudan, et il y a une extraordinaire, civilisation qui s'est développée aussi, au sud de l'Égypte, en Nubie et bien plus au sud. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces pharaons, noirs qui sont revenus, conquérir l'Égypte à la 25e dynastie, étaient aussi nourris d'une, civilisation égyptienne, millénaire, qu'ils avaient intégrée dans leur, bibliothèque, les classiques de la littérature égyptienne, qu'ils étaient en quelque sorte, plus égyptiens que les Égyptiens quand ils sont arrivés en Égypte. Laurent Coulon, qu'est-ce qui reste à découvrir aujourd'hui en matière d'égyptologie? Quel est votre programme de recherche? Alors maintenant, vous occupez la chaire d'égyptologie au Collège de France, donc peut-être que pendant quelques mois, vous allez faire moins de recherches. En tout cas, vous allez les faire à Paris, donc ça va diminuer un certain nombre de vos moyens d'accès aux sources. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus prometteur dans votre discipline? Alors, au Collège de France, c'est la recherche en train de se faire, donc je compte, en faire, énormément, et justement la transmettre à travers mes cours. Heu, p Mes recherches portent sur le culte d'Osiris et le développement du culte d'Osiris, notamment au 1er millénaire. Je continue à copiloter un chantier de fouilles à Karnak sur les chapelles osiriennes, et donc je vais me rendre en février, comme chaque année pendant un mois sur ce chantier, des chapelles de Karnak. Donc évidemment, on a une période sur le terrain qui est assez courte, mais ensuite il faut exploiter toutes ces données, travailler sur les relevés qui ont été faits, analyser les données d'archives qu'on a pu aussi récolter sur le site, et puis élaborer une interprétation des vestiges à partir de l'ensemble de ces données. Et puis, bien sûr, on va pouvoir, entendre vos cours grâce à France Culture. Et quand est-ce qu'on aura la possibilité aussi de se rendre à vos cours, Laurent Coulon? Alors les cours ont lieu le lundi, à partir de lundi prochain à 11 heures au Collège de France. Merci de nous avoir, rendu visite au lendemain donc, de votre leçon inaugurale. Dans quelques instants, la déesse de l'information, Anne-Laure Choin.